L'exposition organisée par l'Amicale des transmissions et du génie de la Côte d'Azur a pour but de montrer l'évolution des techniques de télécommunication depuis 150 ans. Cette première table montre les moyens naturels à la disposition de l'homme, à commencer par le porteur, qui transporte le message dans cette boîte à courrier, qui a été utilisé depuis très longtemps, et a commencé par les Grecs. Ensuite, nous passons à un autre moyen de télécommunication pour porter les messages, c'est le pigeon voyageur. Alors le pigeon voyageur, il présente toujours un mystère. Comment un pigeon lâché à 100 km de chez lui peut-il retrouver son colombier? Plusieurs hypothèses sont avancées, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. Alors, les pigeons, quand même, présentent un inconvénient, c'est qu'ils vont toujours dans le même sens, depuis le point de lâcher jusqu'à son colombier. Donc, il est nécessaire de le transporter de son point de lâcher par des paniers, par des valises. Et vous avez ici un interbode curieux, c'est les pigeons qui ont été parachutés par les Anglais pour les mettre à la disposition des résistants en France durant la Seconde Guerre mondiale. Autre moyen utilisé pour donner des ordres, c'est ce qu'on appelle la célestique, c'est-à-dire des moyens audiovisuels, à commencer par le sifflet. Vous avez un exemple ici, extrait d'un article concernant les attaques à la baïonnette. Les soldats qui sortaient de la tranchée pour attaquer agissaient sur un coup de sifflet. Autre moyen naturel pour faire parvenir un message aux troupes au sol, c'est de jeter les messages par-dessus un avion. Alors, vous avez ici une pochette lestée avec une flamme pour repérer la chute et le point de chute du sachet. Autre utilisation sonore qui est apparue en 1915 lorsque les Allemands ont utilisé pour la première fois des gaz asphyxiants. Les troupes alliées ont été surprises par ce nouveau type de combat. Il a fallu prendre des mesures rapides et mettre au point un système d'alerte pour que les gens prennent leur disposition et afin d'éviter d'être intoxiqués par les gaz. Alors, les moyens à la disposition, il n'y avait rien d'officiel. Il a fallu que les poilus imaginent. Certains ont pensé utiliser des douilles d'obus qui résonnent trop loin. D'autres ont ramené des jouets de l'époque de la crécelle qui fait un bruit caractéristique. Autre moyen de signaler, de donner les ordres, c'est le pistolet à fusée, lance-fusée qu'on appelle, de couleur, de manière à faire parvenir des ordres simples. La fusée verte a une couleur, a un sens, et la fusée rouge a un autre sens, la fusée bleue a encore un autre sens. C'est donc limité au point de vue moyen de transmission. On a utilisé aussi, durant des siècles, les instruments de musique, à commencer par le cor, bien connu, utilisé par le neveu de Charlemagne à Roncevaux. Autre moyen, cette fois-ci visuel, ce sont les fanions de signalisation
qui permettent de transmettre des ordres à 1 km de distance, si le temps le permet, si le ciel est bien clair, en donnant des signes, des significations différentes selon la position des fanions. Autre moyen sonore qui a été rendu célèbre par le film de baisser le jour le plus long, c'est c'est le criquet, pour permettre aux soldats de se retrouver, de se regrouper, un signe de ralliement. On peut utiliser également le soleil pour transmettre des messages très brefs. On a notamment un miroir de détresse. Lorsqu'un aviateur tombe en mer, s'il survit au choc, il nage à la surface de l'eau et un avion venant à son secours ne peut pas détecter un homme à la mer. Il faut donc que l'homme se signale en utilisant des rayons solaires, en visant la carlingue du pilote pour se faire repérer. Autre utilisation du soleil, l'héliographe. Les rayons du soleil sont renvoyés vers le correspondant et ces rayons sont hachés par cette palette qui permet d'émettre des signaux conventionnels aussi. Et là, la portée peut atteindre 10 km, par temps clair évidemment. Et le XVIIIe siècle se termine par une invention qui à l'époque était révolutionnaire, c'est le télégraphe de Chappe, dont le principe est le suivant. Les bras articulés prennent différentes positions et selon les positions, les bras ont une signification. Alors le problème, c'est qu'il faut mettre des tours à vue, c'est-à-dire à 5-6 km l'une de l'autre sur des points hauts, et que bien sûr la nuit ça ne marche pas et partant de brouillard non plus. Mais ça a été un progrès puisque la France, en 1793, a adopté ce système qui a couvert, le réseau a couvert 5000 km dans toute la France. Ensuite, nous passons à l'autre table et nous entrons dans le 19e siècle. Ce 19e siècle où tout a été inventé. Le chemin de fer, l'automobile, la radio, la photo, la vaccination. Et ce siècle a commencé dès la première année par une invention qui a bouleversé bien des choses. C'est l'invention de la pile par M. Volta en 1800. Non seulement il a produit de l'électricité avec sa pile, mais il a montré que ce courant électrique pouvait parcourir des kilomètres sur un fil de cuivre. Aussitôt, les imaginations se sont débridées et chacun a compris que c'était là un moyen pour communiquer rapidement et à distance. Le premier à avoir inventé un système fiable, c'était M. Samuel Morse, qui en 1838 a inventé le télégraphe inscrivant. Alors voilà un télégraphe construit selon les procédés imaginés par Samuel Morse. Il a inventé non seulement un appareil pour mettre, mais également un code Morse pour chiffrer les lettres. Alors ici, vous avez une station semi-fixe, et là, vous avez une station mobile. Et la démonstration est la suivante.
celui qui reçoit le message met en route sa bobine de papier et l'autre émet des points et des traits selon le code Morse, et les points et les traits s'inscrivent sur le papier selon l'alphabet Morse. Voilà un trait, voilà un point, 3 points. Alors l'inconvénient, c'est que lorsque le message est terminé, il faut que quelqu'un traduise les signes inscrits sur le papier en langage clair, de manière à ce que le message soit attribué au destinataire et qu'il en comprenne le sens. Au cours de la Première Guerre mondiale, on s'est aperçu que le télégraphe, utilisant des câbles téléphoniques posés à terre, les Allemands réussissaient à capter les émissions, à décrypter le Morse. Il a fallu donc inventer un système, c'était inventé par un major anglais, M. Fuller, qui transmet les signaux par un courant très très faible, indétectable, et arrivé à destinataire, ce courant est amplifié de manière à ce qu'il puisse être entendu et lu. C'est pourquoi on l'a appelé appareil de télégraphie secrète. Alors là, nous avons montré différents moyens pour lire le Morse, parce que le Morse, sur le papier, comme je disais tout à l'heure, il a besoin d'être traduit. Alors que si on peut le lire à l'oreille, le texte apparaît directement en clair. Alors, en 1861, un autre Américain, M. Alfred Vail, a imaginé un système qui permettait de lire le Morse au son, à l'aide d'un parleur. Il a appelé ça un sounder, que les Français ont traduit par parleur, qui produit un son quand on appuie sur le manipulateur, et un deuxième son quand on le relâche le manipulateur. Il s'agit d'un marteau qui est attiré par un électroaimant, et qui, quand il s'abaisse, il claque, et quand il remonte, il claque aussi. Alors, toute la difficulté, c'est d'estimer la durée entre deux claquements. Deux claquements espacés, c'est un trait, et deux claquements rapprochés, c'est un point. Ça n'était pas très, très efficace, il faut dire. Alors après, on est passé au ronfleur. Que les Américains appellent un buzzer. Et puis ensuite, troisième étape, avec l'invention du téléphone, on a inventé le haut-parleur et l'écouteur. C'est un procédé beaucoup plus simple à lire. Un trait, 3 points. C'était un énorme progrès. Mais il n'y a pas que le son pour transmettre des signaux Morse, il y a également la lumière. Alors on a inventé différents dispositifs de projecteurs, le projecteur à main, qui permet de mettre des signaux. C'est ce qu'on appelle la signalisation optique. Alors, qui dit signaux conventionnels, parce qu'on ne peut pas faire de Morse avec ça, étant donné que pour mettre un signal Morse par phare, il faut que le projecteur soit fixe.
complètement immobile. Ce qui a été réalisé ici en posant le projecteur sur un site fixe et en manipulant à partir d'une batterie. Alors, ce qui ressort ici, manifestement, le projecteur est planté en terre et le manipulateur n'est pas dans le même boîtier. Ce qui permet de faire de la télégraphie optique. Alors on peut envisager aussi des émetteurs de signaux par une petite lampe de poche, comme les Américains en Seconde Guerre mondiale, ou des projecteurs plus importants. Celui-ci a été conçu pour communiquer entre chaloupes de débarquement le 6 juin 1944. Et alors les Américains ont conçu un appareil encore plus pratique. Il permet de faire les deux, de la signalisation optique ou de la télégraphie optique. Et alors, pour faire la télégraphie optique, je disais tout à l'heure, il ne faut pas que le projecteur ne bouge. Donc, il est posé sur un trépied et le manipulateur est à part pour ne pas faire trembler le projecteur. Et voici le dernier avatar de la télégraphie. La télégraphie la plus évoluée, c'est le téléimprimeur ou téléscripteur ou fax. C'est une machine à écrire et le texte se reproduit intégralement dans une autre machine sur une feuille de papier. Il n'y a pas d'angle de morse ni de traduction à faire. Alors on change de table, on passe encore à une étape importante. De la télégraphie, on passe au téléphone. Voilà un tout premier téléphone en 1891, un téléphone simplifié. Il n'y a qu'un appareil dans lequel on parle et lorsqu'on a fini de parler, on demande au correspondant, on lui demande de parler à son tour, on place l'appareil à l'oreille et pour répondre, on replace l'appareil devant la bouche. C'est un éternel va-et-vient. Alors il y a quelqu'un, M. Roulez, qui a pensé qu'on pouvait faire mieux. On pouvait séparer les écouteurs du micro, on parle dans le cornet et on a les écouteurs sur les oreilles. On n'a pas besoin de changer de position à chaque fois, à chaque fin de phrase. C'est un Roulez. « 1899. Alors là apparaissent les appareils classiques. Celui-là a été conçu en 1903 par les Américains.
Et lorsque la France est entrée en guerre, on s'est aperçu que les coureurs pour porter le courrier étaient inutilisables parce qu'ils étaient, dès qu'ils sortaient de la tranchée, ils étaient abattus. Il a fallu se rabattre sur le téléphone, et le téléphone a connu une extension extraordinaire au cours de la Première Guerre mondiale. Alors au début, les besoins de l'armée étant importants, le stock de téléphones militaires étant insuffisant, il a fallu réquisitionner des appareils civils qui avaient été conçus pour des chantiers. Il y avait 2 constructeurs d'appareils civils pouvant servir aux armées, c'était le Thomson et le SIT, Société industrielle de téléphone. Voilà un des premiers téléphones militaires selon les normes modernes. Il a une particularité, c'est que les piles n'étaient pas à l'intérieur du téléphone, parce que c'était des piles dont l'électrolyte était liquide, et quand elles se renversaient, elles détruisaient les circuits électriques. Donc les piles étaient dans une petite sacoche à part. Et puis on a évolué, on a mis des piles qui ne découlaient pas, donc on a pu faire des téléphones à piles incorporées. Voilà le premier téléphone réglementaire français de 1916, avec des piles encore d'origine dedans, d'ailleurs. Car un téléphone a besoin de 2 sources d'électricité pour fonctionner. Un courant d'appel pour prévenir le correspondant qu'on a besoin de lui dire quelque chose, et un courant microphonique pour alimenter le micro. Alors il y a une évolution des appareils téléphoniques. Alors celui-là a une particularité, c'est un téléphone d'état-major de 1927. Quand il est dans ce sens-là, il apparaît comme un téléphone tout à fait normal, et pour son transport, on le retourne et il devient transportable. C'était une invention assez pratique, bien que la manipulation ne soit pas toujours aisée. Alors, la fabrication de téléphones dans des coffrets bois s'étant avérée onéreuse, on a pensé faire des téléphones contenus dans des boîtiers métalliques. C'était plus facile à fabriquer, il suffisait de passer à l'emboutisseur et on avait le coffret tout prêt. Malheureusement, il est vite apparu que ce coffret métallique était sensible à l'humidité et rouillait facilement. On a donc été obligé d'adopter un nouveau matériau pour faire les boîtiers, la bakélite, qui résiste bien à l'humidité. En 1939, pour équiper la ligne Maginot, on a demandé à l'administration des PTT de densifier le réseau de tout l'est de la France. Et à ce moment-là, les téléphones militaires avaient accès au réseau automatique, ce qui explique les nouveaux appareils avec un cadran de numérotation. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale.
Et les Américains fabriquent ce téléphone de campagne dans un étui cuir qui semble plus facile à construire. Et ce téléphone, le E8, a été construit à des milliers, des centaines de milliers d'exemplaires, car il a été adopté par de nombreuses armées occidentales. En 1945, la France a repris ses activités dans le domaine de la construction téléphonique, et voilà un téléphone de 1945, en bakélite aussi, bien sûr. Encore plus moderne, de 1989. Et un téléphone actuel, celui qui utilise l'armée française dans le système RITA, un téléphone de campagne particulièrement solide qui, avec ce boîtier, permet d'accéder soit à un réseau téléphonique par fil, soit à un réseau téléphonique par radio. Au cours de la Première Guerre mondiale, il est apparu que les postes reliés entre eux en poste à poste étaient insuffisants. Il a fallu utiliser des commutateurs qu'on a appelés des centraux téléphoniques qui permettaient à plusieurs abonnés d'être reliés entre eux en fonction de la demande. Alors voilà un 1910 qu'on a appelé centrale téléphonique de tranchée, mais il n'y avait que 4 abonnés. En 1917, on a augmenté la capacité à 8 abonnés. Et en 1944, les Américains ont débarqué en Europe avec des centraux portatifs un peu condensés et faciles à exploiter et à mettre en batterie, parce que les pieds étaient incorporés. La radio. Oui. C'est à part, ça. Alors, dernière grosse invention et évolution, la radio. Alors, la radio a été inventée par plusieurs physiciens. Monsieur Hertz, d'abord, un docteur allemand, qui a montré qu'une étincelle, quand il provoquait une étincelle, l'étincelle entre deux extrémités éclatait et un montage semblable à côté, sans être branché, une étincelle apparaissait également. Donc il y avait une transmission d'un circuit à l'autre à travers l'atmosphère. Donc les premiers émetteurs, c'était des émetteurs à étincelles, parce que l'étincelle produit une onde radioélectrique. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs que comme un appareil mal antiparasité peut troubler une réception. Donc le commandant Ferrier, du père de la radio militaire, a imaginé ce
cet émetteur radio à étincelles, il produisait une étincelle ici, et simultanément, il a fait un récepteur à galène. La galène étant une pierre composée de sulfure de plomb qui détecte les sons, c'est-à-dire qui les rend audibles à l'oreille humaine. Cet récepteur à galène date de 1914. Entre-temps, le commandant Ferrier, avec d'autres chercheurs, a mis au point une invention que l'on doit à un Américain, Lee de Forest, qui a inventé le tube électronique. Mais ce tube n'était pas très efficace. Ferrier, toujours avec son équipe, a amélioré les tubes radio et a imaginé cette lampe radio qui permet de construire des amplificateurs parce que le son reçu par le récepteur à galène était très souvent insuffisant. Il fallait l'amplifier. D'où le nom de cet appareil qui s'appelle un amplificateur. Celui-là date de 1917. À la fin de la guerre, les recherches ont continué. La fabrication de postes radio n'a pas été abandonnée. Et dans les années 30, on a fabriqué une série d'émetteurs-récepteurs dont un exemplaire ici est caractéristique de cette période, c'est le R17. Le R17 qui est accompagné de sa génératrice pour alimenter en électricité, parce que il était trop gourmand pour l'alimenter par pile. En 1935, on a conçu, les progrès aidant, on a conçu un poste plus léger, portable à dos d'homme, qu'on peut considérer comme le premier téléphone portable, en ce sens que l'opérateur pouvait parler en marchant. C'était pas très pratique, c'était un peu lourd, mais comme il était alimenté par pile, il était possible de le rendre mobile. Néanmoins, cette construction de matériel radio entre les deux guerres n'a pas suivi les progrès techniques. En 1940, les postes radio militaires français étaient dépassés techniquement par rapport notamment au matériel allemand. Il a fallu attendre le débarquement américain du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie pour voir apparaître de nouveaux matériels beaucoup plus performants, beaucoup plus solides, avec des portées beaucoup plus importantes, à condition de les alimenter par des génératrices à main qui débitent du 500 volts. Simultanément, les Américains ont construit un appareil militaire. C'était le premier appareil à modulation de fréquence. Alors lui, il marche avec une pile, une grosse pile, et une portée de 5 km.
Alors là, ce que l'on peut considérer comme vraiment le premier portable, téléphone portable, c'est le poste radio dont équipé les soldats américains lors du débarquement, encore une fois. Un appareil relativement léger, mais ne fonctionnant que sur une seule fréquence. Une portée limitée à 1600 mètres. Celui-ci, c'est le même appareil, mais il est doublé il est équipé d'une antenne Gonio qui permet de localiser le correspondant en fonction de la qualité de l'écoute. L'opérateur, tout en parlant, oriente son antenne et lorsque l'audition est maximum, ça lui donne la direction du correspondant. Ce matériel a servi notamment aux parachutistes le 6 juin 1944 pour se regrouper, parce qu'une fois qu'ils étaient lâchés de l'avion, ils étaient très dispersés dans la campagne. Là, c'est encore une évolution, l'NGRC 9, plus léger que le 284, avec des performances accrues, toujours alimenté par une génératrice. Il a servi notamment au cours de la guerre de Corée. Ensuite, également en Algérie par l'armée française. Voilà une évolution encore de postes portables, plus légers, le TRPP-13, qui nécessite des batteries beaucoup plus légères, puisqu'elle tient dans le socle de l'appareil. Une évolution de l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, considéré comme le premier portable, c'est le poste TRPP NPRC-6 américain, lourd aussi, avec une particularité, c'est qu'on peut brancher un combiné ici à cette prise-là. Mais il ne fonctionnait que sur une seule fréquence. Les Français ont construit le même, mais avec une amélioration, c'est que grâce à ce bouton, on pouvait changer de canal. Il y a 6 canaux possibles par contre. Alors le TRPP-11, c'est le même, mais en allégé, avec des semi-conducteurs. Alors lui aussi, il peut changer de canaux et peut mettre aussi un combiné. Le NPRC 90 est considéré comme un émetteur-récepteur de détresse. Il a été conçu pendant la guerre du Vietnam pour retrouver les équipages d'avions qui avaient été abattus par les Viet Minh et qui étaient perdus dans la jungle. On envoyait des avions à leur secours, mais comme dans la jungle il était impossible de les localiser à la simple vue, ils étaient équipés de radios pour se faire reconnaître et se faire localiser. C'est ce qu'on appelle donc un poste de radio de détresse. Voilà un poste radio des années 60, fabriqué en France. Pour ceux qui connaissent, il y a une particularité, c'est un poste à bande latérale unique. En résumé, en BLU, quoi. C'est-à-dire un poste plus léger, plus performant. Mais la BLU est une technique assez complexe
il est très difficile à dépanner. Alors, la dernière évolution, ça a été le poste PR4G. Ce poste de 4e génération, qui a une particularité. D'abord, sa alimentation est également simple. Une pile suffit, pas besoin de génératrice. Et c'est un poste pratiquement indétectable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intercepter les communications car il change plusieurs centaines de fois de fréquence en une seconde. C'est ce qu'on appelle un EVF, un poste à évasion de fréquence. Impossible à intercepter. Et le même principe, portatif aussi, également à évasion de fréquence, mais avec une portée moins grande, bien sûr. Alors, autre invention de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les postes à voies multiples. Ce qu'on appelle les faisceaux hertziens, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau de communication qui passe sur une seule fréquence sans se mélanger. Ce modèle qui est présenté ici, c'est un modèle à 6 voies téléphoniques simultanées qui en fait un faisceau hertzien considéré comme léger. Ça va? Alors, la Seconde Guerre mondiale a connu un épisode particulièrement douloureux. Les réseaux de résistance qui se sont installés en France avaient besoin de communiquer avec les Anglais pour recevoir du matériel, de l'argent et combattre plus efficacement l'occupant allemand. Donc, au point de vue liaison avec l'Angleterre, la radio a beaucoup servi. Il fallait mettre au point des émetteurs-récepteurs radio dans des valises de façon à passer inaperçu. Et les radios de la résistance ont joué un rôle très important dans la réussite de ce mouvement de résistance. Malheureusement, les Allemands avaient mis au point un système de radiométrie pour repérer les émetteurs et les radios qui étaient parachutées d'Angleterre en France avaient un espoir de survie de 6 mois. Les Allemands avaient mis au point tout un système de repérage des émetteurs radio qui fait qu'il y a eu énormément de radios qui ont disparu, arrêtées, déportées, fusillées. Ces valises ont effectivement servi à des résistants. Ça, c'est une valise américaine. Et ça, ce sont deux valises anglaises. La première,
plus ancienne à partir de 41 et la plus moderne à partir de 43-44. Simultanément, les résistants avaient besoin de recevoir des messages personnels, des messages codés. Alors ils étaient équipés de récepteurs pour écouter les émissions de Radio Londres qui émettaient des messages codés. Ce récepteur était anglais et les Américains avaient un autre récepteur qui leur permettait de recevoir des messages de Londres. Bonjour, monsieur. N'hésitez pas si vous avez besoin d'explications, hein, nous sommes à votre disposition. Là, à votre gauche, c'est le téléphone, et à votre droite, c'est la radio. Cette branche, c'est la télégraphie, et la branche droite, c'est les moyens naturels. Le sifflet, le clairon, le pigeon voyageur, le coureur. Bon, le spécial, c'est entre midi et 2 heures, ça s'est bien passé. Pas d'incident, pas de... Rien du tout, impeccable. J'ai mangé un petit morceau, ils ont mangé au restaurant, on vient manger. Vous avez mangé au restaurant, Marc? Merci en tout cas, mon commandant, pour cette magnifique représentation de ce dont vous exposez. Ouais. Ceci étant une petite vidéo tout à fait la plus simple possible, faite à partir de mon portable, en compagnie bien sûr du propriétaire du matériel, qui en l'occurrence ce commandant Darié, qui a eu la gentillesse et la courtoisie de bien vouloir nous présenter ce matériel. Ceci a des fins donc à des fins d'intéressement pour ceux que cela peut passionner. Voilà, bonne journée à tous, fin de la vidéo.